partager ce tableau avec mes chers amis et frères pour analyser les dernières journées des éliminations de la CAN 2025 au Maroc. À ma droite, je suis en compagnie de Younousa Silla, notre commentateur maison. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Souri. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur Formafo TV. C'est encore une fois de plus un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi, Ibrahima Souri. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct de chez vous. Vous êtes les bienvenus. Nous allons entamer cette émission en parlant de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Se tenait cette qualification, la 3e et la 4e journée, mon cher Younousa. La 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 a été une journée très très prolifique en but. Nous avons vu des équipes qui se sont démontrées, qui sont même qualifiées pour cette grande messe du football africain. Qu'est-ce que tu en dis, monsieur? Ces deux dernières journées qui viennent de se jouer, moi j'ai vu des équipes franchement coriaces, des équipes qui se sont adonnées, des heures qui se sont adonnées pour vraiment défendre leur pays et tout. On a vu par exemple comme les Comores qui ont tenu dans le groupe A, les Comores qui ont tenu tête à la Tunisie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le match allait. Les Comores ont gagné 1-0 et le match retour, ils ont fait match nul 1-1 contre cette équipe de la Tunisie. Et vraiment, c'était mon coup de cœur. Mon coup de cœur de cette double confrontation de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Bon, mon cher, tu fais d'évoquer cette équipe du Comore. Ils sont logés dans le groupe A en compagnie de la Tunisie, de la Gambie et du Madagascar. En ce moment, la Tunisie mène en tête avec 6 points en 4 journées. Le Comore est en 2e position, mon cher James. Tu vois la Tunisie finir première dans cette poule où encore il y a encore des suspens parce que le Madagascar est une équipe à ne pas laisser en compte et la Gambie était dans les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Bah oui, dans cette poule, je ne vois pas la Tunisie directement qualifiée puisque c'est chaud d'avoir, puisque quand on voit la performance de la Tunisie lors des deux dernières confrontations avec le Comore. Le Comore et le Comore, les 2 confrontations avec le Comore, oui. On a vu que bien la performance n'était pas convaincant. Donc moi je peux dire que là ça reste à faire d'abord. On peut pas dire que directement, je peux pas dire directement ici que la Tunisie peut être à la première place dans cette peut s'emparer de cette première place de ce groupe avec il est en ce moment première avec 6 points, mais il reste beaucoup à faire. Ouais, ce que je peux dire c'est ça. Il reste encore à faire dans cette poule. Bon, nous allons poursuivre avec les classements dans cette deuxième dans des groupes. Nous allons entamer le groupe B. Le groupe B, c'est le Maroc qui mène la tête avec 9 points en 12 9 points. Ça c'est la 3e journée. Ok, il faut 9 points 12 points en 4 journées. Et ils sont dans le groupe du Gabon, de la Centrafrique et de Lesotho. Mon cher, le Maroc directement qualifié dans cette Coupe d'Afrique. Et ils ont une équipe entre le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho va les accompagner. Tu vois quelle équipe accompagne l'équipe du Maroc? Déjà, vu que l'équipe de Maroc est déjà qualifiée et que cette équipe du Gabon est à la 2e place, suivie de la République centrafricaine,
Même le Lesotho qui est à la 4e place, ils sont pas encore éliminés parce que il reste encore. Ils ont un point. Voilà, il reste encore voilà 2 journées et ils sont à -5 plus 1 point. Donc s'ils gagnent les 2 derniers matchs qui leur restent, ils seront à 7 points, un point d'égalité avec comment dire le Gabon. Donc il ne reste plus qu'un point pour le Gabon d'assurer leur qualification pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, moi je vois bien le Gabon accompagner cette équipe du Maroc déjà qualifiée pour assurer bien leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2025 au Maroc. Mon cher Sams, nous allons entamer le groupe C avec l'Égypte qui mène la danse dans ce groupe. Ils ont 12 points en 4 journées, accompagnés du Botswana avec 6 points et le Cap Vert qui a 3 points et la Mauritanie 3 points. Et c'est encore serré entre les 3 équipes qui sont derrière l'Égypte. Quelle équipe vous voyez dans ce pool qui va dans ce groupe pour titiller un peu l'Égypte? Nous savons quand même la première place est déjà assurée par l'équipe de l'Égypte. Oui, l'Égypte est déjà qualifiée pour la prochaine CAN au Maroc. Bon, quand on prend maintenant les 3 dernières équipes derrière le Maroc, moi, bien sûr que le deuxième c'est le Botswana. Le Botswana est à 6 points en deuxième place et la Mauritanie à 3 points. Et le Cap Vert aussi 3 points. Ouais, donc moi je vois Cap Vert bien placé quand même. Hein. Ouais. Je vois Cap Vert prendre la deuxième place puisque ça reste encore 2 journées. Donc faut pas minimiser aussi, ça reste encore à faire dans ce groupe. Je vois bien Cap Vert. On rappelle que le Cap Vert était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Ils étaient dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés jusqu'à la 8e de finale. C'est là-bas ils se sont. Oui, c'est là-bas ils se sont limités, non? 8e ou 4. Ouais, ils avaient quand même une très bonne équipe qui les a propulsés au devant de la scène internationale. Ouais. Nous avons encore évoqué l'équipe du Nigeria qui devait jouer un match face au Libye, ouais. Mais la rencontre n'a pas pu se tenir car l'équipe nigériane n'a pas pu être logée dans les bonnes conditions. Ouais. Donc les Nigériens ont préféré rentrer chez eux. Oui, c'est vrai. Oh, on avait vu ça sur les réseaux. On a vu les joueurs nigériens à l'aéroport au Libye là-bas. Qu'ils étaient pas dans les bonnes conditions à l'aéroport là-bas. Donc, vu la situation des choses, ils ont décidé de ne pas jouer ce match et de se retourner. Bien sûr, ils ont raison. Bien, selon moi, on ne peut pas jouer dans des genres de conditions comme ça. Mon cher Younoussa, c'est jusqu'à présent, ces situations pareilles se passent en Afrique. Est-ce que ça encourage les binationaux qui sont dans les championnats européens de venir jouer pour les pays africains? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un frein pour les binationaux de ne pas venir dans leur pays pour jouer? Parce que quand nous voyons le Nigeria, une grande équipe comme le Nigeria bloquée à l'aéroport du Libye, et ils n'ont pas pu discuter cette rencontre face au Libye. Est-ce que ce n'est pas quelque sorte les freins qui empêchent d'autres joueurs de venir jouer pour l'Afrique? Moi, je crois que ça, c'est une honte pour le football africain. Parce que c'est une réalité. Franchement, quand on a vu les joueurs du Nigeria ont fait plus de 12 heures du temps sans dormir, sans manger, et ils étaient bloqués à l'aéroport international du Libye, je crois. C'était dans la seconde grande ville du Libye. Du Libye, tu vois. Franchement, cette pratique, il faut que la CAF
prendre ses disponibilités, pour prendre toute sa disponibilité pour trancher sur comment dire, cette pratique qui doit s'arrêter dans le football africain maintenant. C'est une honte, franchement, quand on voit à un moment donné de l'évolution, de la modernisation, franchement, de ce sport que nous aimons tous, faudrait franchement que cette pratique s'arrête maintenant là, parce que on peut pas accepter ça, même si nous ne sommes pas aujourd'hui nigériens, mais cette pratique est inadmissible pour tous les amoureux du football. Franchement, moi, c'est une désolation pour moi, c'est une honte pour le football africain. On ne peut pas admettre qu'une équipe aussi professionnelle que cette équipe du Nigeria soit accueillie et logée comme ça. Franchement, 12 heures du temps sans rien manger pour un être humain. Coupé de l'internet, de tout. Ils avaient rien. On a vu les images se sont défilées sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas à dire cette équipe de la Libye doit être sanctionnée. Franchement, c'est la sanction qu'il faut pour eux, parce qu'on peut pas, l'État même, moi c'est pas l'équipe seulement que je vais sanctionner dans cette pratique que cette équipe du Nigeria vient de subir, mais c'est l'État libyen qu'on doit vraiment sanctionner. Mais mon cher Younoussa, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe, la Libye est plongée dans une crise qui ne dit pas son nom depuis 2009. La Libye est sombre dans une guerre civile. Donc, c'est pas le gouvernement qui est là. Donc, le gouvernement est divisé en deux. Il y a une partie qui soutienne d'autres. Donc, c'est très difficile de juger le pays. Mais la fédération libyenne, quand même, doit être pointée du doigt, parce que c'est eux qui sont censés accueillir l'équipe nigérienne. Donc, même s'ils ont fait les mea culpa en faisant sortir des communiqués qui disent que c'est pas la fédération libyenne qui... Mais monsieur Kamara, moi je crois que si réellement le pays sait qu'il n'y a pas de stabilité politique dans ce jeu, il fallait tout simplement aller dans un autre pays qui a un stade homologué pour bien jouer là-bas. On a vu la Guinée, il y a pas de guerre ici, mais on n'a pas de stade homologué. On est parti chez les voisins ivoiriens pour jouer nos matchs. Les Libyens, ils avaient la possibilité soit de partir en Algérie, en Tunisie ou au Maroc pour jouer. Mais ils n'ont pas fait. Ils savaient qu'il y avait cette déstabilité politique chez eux, instabilité politique chez eux, et ils ont fait ça. C'est pour démoraliser l'équipe adverse. C'était le but principal, démoraliser complètement, affaiblir l'adversaire pour mieux, franchement, espérer une victoire contre l'équipe nigériane qui est en quelque sorte un géant de l'Afrique. Mon cher James, nous allons évoluer dans cette qualification, nous allons entamer. Pour toi, quel match t'a marqué beaucoup dans cette troisième et quatrième journée des éliminatoires CAN 2025? Ouais, moi, les matchs qui m'ont marqué dans ces deux confrontations, le troisième et quatrième confrontation des éliminations de la CAN 2025, je pourrais dire que c'est les matchs de la Guinée. La Guinée qui s'était imposée face à l'équipe éthiopienne 4-0 et 3-0 au stade Alassane Ouattara de Pimbe. Oui, bien sûr. Donc, tout le monde, on a tous vu les dernières performances. Nous revenons dans ce studio, on avait un petit problème technique. Mon cher Zam, c'est vous qui avez la parole. Vous disiez que le Sili national a assuré l'essentiel dans cette troisième et quatrième journée devant cette équipe de l'Éthiopie. Maintenant, quand nous prenons encore dans les mêmes matchs un géant d'Afrique comme le Ghana qui ne parvient toujours pas à gagner dans cette élimination. Nous avons vu leur dernier match, ils ont perdu face à cette équipe d'Angola. Qu'est-ce que ça vous inspire, un géant d'Afrique comme le Ghana qui ne se retrouve plus? Oui, ça arrive. C'est surprenant aussi, mais il faut savoir qu'actuellement, il n'y a pas une petite équipe dans le monde, que ce soit en Afrique,
en Europe ou quoi, il n'y a pas une petite équipe. On sait que le titre de géant, là, peut-être ça c'est des titres d'avant, mais actuellement le foot c'est sur le terrain. Donc il faut pas trop s'aventurer, il ne faut pas trop dramatiser. L'Angola aussi, c'est pas une petite équipe quand même. On a vu la performance de l'Angola lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Donc l'Angola est une très bonne équipe. Donc pour moi, c'est pas trop surprenant de voir le Ghana traîner en bas des Angolais. Donc, bon, il faut pas dramatiser comme le dit mon cher Zams. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher Younous Assila, un jeune d'Afrique comme l'Angola qui est embourbé dans une crise de résultats? Moi, franchement, quand on voit cette équipe du Ghana, cette équipe ghanéenne, quand on voit tout le talent qui regorge cette équipe, mon cher Ibrahim Souri, moi je pense que le football des fois nous sort des... Je ne sais pas comment le dire, mais en 4 matchs, le grand Ghana est à 2 points. Franchement, moi je comprends pas. C'est hallucinant quand même. C'est difficile à accepter. La dernière fois, moi j'ai suivi un petit bout de leur match face aux Soudanais, là où ils ont pris 2-0. mais c'était des buts banals. Franchement, des buts banals que cette équipe du Ghana a concédé. Mais je comprends pas. Franchement, est-ce cette équipe du Ghana, est-ce que c'est le coach qui a le problème ou c'est le joueur? C'est un manque de concentration ou de motivation? On ne comprend pas parce que ce n'est pas le talent, le talent ne manque pas dans cette équipe. Nous avons Jordan Ayou, Iñaki Williams, Mohamed Kudus qui brille en Europe, mais l'équipe ghanéenne elle-même ne parvient pas à s'imposer sur l'Afrique. Moi, je sais pas si c'est l'envie ou la motivation qui leur manque. Et ils sont vraiment en danger. Même si c'est un petit match nul pour eux, lors de la 5e journée, ça sera mort pour eux. Ils ne verront pas cette CAN au Maroc. Et ça sera vraiment, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas, ça sera vraiment un manque, un gâchis. Ça sera vraiment un gâchis pour cette équipe du Nigeria, du Ghana, parce que ce n'est pas le talent, comme je le redis, ce n'est pas le talent qui manque à cette équipe du Ghana. Ce n'est pas, moi je crois, ce n'est pas le coaching, parce que le coach, son problème, son travail, c'est de mettre un système de jeu et de mettre les joueurs, mais si le joueur n'a pas envie, n'a pas cette motivation, n'a pas cette fougue vraiment d'aller chercher la victoire, moi je ne crois pas s'il va y avoir la victoire. Alors quand on voit que cette équipe soudanaise, franchement, ils ont tout donné. Ils ont accepté d'être dominés pendant toute la rencontre. Mon cher, il faut rappeler que le Ghana est logé dans le groupe F, en compagnie de l'Angola qui a 12 points en 4 journées, le Soudan qui a 7 points, le Ghana vient en 3e position, une surprise, une très grande surprise qui a 2 points, le Niger ferme la marge de ce groupe avec un seul point au compteur. Bon, nous allons évoluer encore, nous allons prendre les équipes qualifiées dès la 4e journée, nous allons prendre par exemple le Maroc quand même qui est le pays organisateur qui est déjà qualifié, nous allons prendre le premier pays qualifié après le Maroc, le Burkina Faso qui est dans le groupe L avec 10 points au compteur en compagnie du Sénégal qui suit avec 10 points encore au compteur. Qu'est-ce que cela vous inspire? Le Burkina Faso qui est d'ailleurs une équipe très joueuse qui a des talents sur le continent qui s'expriment. Oui, bon, ces équipes qualifiées à la CAN 2025 au Maroc, pour moi c'est pas une surprise. Ces équipes sont des bonnes équipes quand même. Ils ont une dynamique. Le Maroc, quand on prend le Maroc sur le plan mondial, ils
ils sont premiers en Afrique. Hein. Oui, c'est le pays le mieux placé au classement mondial, classement FIFA, je pense. Après, donc, pour moi, c'est pas une surprise de voir le Maroc, le Burkina être qualifié comme ça là, dès les quatrièmes journées. Dès la quatrième journée, donc c'est ça. Merci mon cher. Nous avons encore une équipe comme le Cameroun qui a 10 points, qui est déjà qualifié. Nous avons le Congo, qui est la République démocratique du Congo, il faut rappeler, qui est aussi qualifié avec 12 points dans le groupe H. Et l'Algérie aussi est qualifiée dans cette qualification pour le Maroc 2025. Maintenant, l'une des grosses surprises de cette quatrième journée, c'est la défaite de l'équipe championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire, qui s'incline face à une modeste équipe de la Sierra Leone. Surprise ou pas, je ne sais pas. Mais franchement, cette équipe de la Sierra Leone a du talent. Il y a des joueurs qui répondent vraiment à l'appel quand ils viennent en sélection. On a vu avec Bakayoko, qui a été l'unique buteur de cette rencontre, donner l'exploit à tout un peuple de la Sierra Leone. Moi, je crois que cette équipe ivoirienne est venue avec pour envie, on ne sait pas, ils se sont dit, mais est-ce que là-bas on pourra gagner? Parce que quand on a vu, moi j'ai suivi la conférence de presse d'avant-match. De Mers Faye. Voilà, de Mers Faye. Oui. Mers Faye, il disait, est-ce que ces joueurs, ils pouvaient jouer sur des terrains, des terrains synthétiques. Mais quand on est professionnel, il faut s'attendre à tout. Alors, il a mis, pour moi, il a mis cette, ça sur l'entendement des joueurs, et ils sont venus pour se dire, moi je veux pas me blesser, par exemple, je veux pas me blesser ici, après je rentre en club, je peux pas jouer. Mais non, moi je crois que quand on est professionnel, on t'appelle à à l'équipe nationale, il faut s'attendre à tout, surtout quand on est en Afrique. En Afrique, c'est pas toutes les nations qui ont des stades avec des gazons directement. Il y a des pelouses où on peut trouver des gazons synthétiques, et c'était le cas avec cette équipe de la Sierra Leone. Et vraiment, cette équipe, moi j'ai vu encore la composition de départ de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Okay. Quand j'ai vu, je me suis dit, cette équipe-là, ils sont pas venus pour chercher la victoire ici. Parce que une équipe qui cherche vraiment la victoire, il faut mettre l'équipe qu'il faut vraiment. On a vu l'équipe qui a battu cette équipe de la Sierra Leone lors de la troisième journée. C'était vraiment pas cette équipe qui a joué contre. Donc c'était une équipe remaniée. C'était une équipe remaniée, une équipe B. Disons une équipe B, parce qu'on a vu la défense et la défense et au milieu et même à l'attaque, c'était des joueurs de banc qui étaient sur le banc, qui n'ont même pas eu une minute de jeu lors de la première de la troisième journée, qui ont joué ce match. Alors, qu'est-ce que la Sierra Leone ils ont fait? Ils ont profité de la situation pour vraiment aller chercher cette victoire qui journée vraiment titillé cette équipe de la Côte d'Ivoire, même si le score était fleuve 4-1, si je ne dis pas de bêtises, mais l'équipe sierra-léonaise a posé beaucoup de problèmes éliminé par le groupe H, le groupe de la Guinée, le groupe qui nous intéresse de plus. On a rappelé le classement de ce groupe. La République démocratique du Congo est en tête avec 12 points, avec en 4 journées, avec un goal à virage de plus 6. La Guinée vient en deuxième position avec 6 points, avec un goal à virage de plus 4.
et la Tanzanie qui est à la 3e position avec un goal à virage de moins 2. Et l'Éthiopie renferme ce groupe avec un point seulement au compte, mon cher Zams. La Guinée n'a plus droit à l'erreur dans ce groupe. Ouais. Mais, au moins, le minimum pour le Chili, ce sera un nul, mais pas plus que ça, pas moins que ça. Pour moi, il ne faudrait même pas faire un match nul. Les 2 matchs qui restent, il faudrait les assurer, les 6 points. Il faut qu'on les prenne. Ou bien, lors de la 5e journée, il faudrait gagner. Et peut-être que lors de la dernière journée, même chercher un match nul. En tout cas, un 10 points, c'est arrangeant pour la Guinée. Il faut rappeler que la Guinée est 2e, mais il est suivi de près par la Tanzanie qui ne démérite pas d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Mon cher, quels sont les... Il faut sortir les calculettes pour voir le Chili gagner, ou bien il faut directement gagner les 2 matchs et laisser les calculettes partir directement, se concentrer sur le Maroc. Moi, je pense que je ne vais pas me focaliser sur les calculatrices, parce que quand vraiment, les Congolais, ils sont qualifiés. Maintenant, si vraiment, nous aussi, on s'adonne comme ce qu'on a fait lors de ces 2 dernières sorties, on pourra vraiment faire l'affaire sans sortir les calculettes et pourquoi pas chercher cette première. Oui, avec un goal à virage de plus 4. Le plus 4, oui. Voilà, les Congolais, ils sont à 12 points avec un goal à virage de plus 6. Plus 6. Il n'y a que 2 buts qui nous séparent. Maintenant, c'est quand on assure les 2 victoires contre le Tanzanie et le Congo même. Voilà, le Congo et la Tanzanie, oui. On aura 12 points. Et maintenant, c'est les goals à virage qu'on va voir. Est-ce et vraiment, si on a beaucoup plus marqué, on sait déjà, on a un céréal buteur qu'on appelle Serugol, voilà, tout le monde l'appelle à son nom déjà. Serou Girassi, il va marquer, on sait qu'il va marquer, c'est un buteur Nessil. Vraiment, c'est moment arrive qu'il n'a pas de blessure. Moi, je crois qu'il va assurer. Et moi, je pense pas qu'on va avoir à faire sortir les calculettes. Tu n'es pas sans savoir que lors de notre premier match contre cette équipe du Congo, il n'y avait pas Girassi, il n'y avait pas Madi, il n'y avait pas... Oh non, il y avait Madi, mais il n'y avait pas Isiaga. Il n'y avait pas Saïdou Sow, il n'y avait pas Pempen, n'avait pas joué. Tu vois, mais... Il y avait beaucoup de manquements dans cette équipe de Guinée. Mais il faut rappeler que le Congo n'a toujours pas encaissé dans cette éliminatoire. En 4 journées, le Congo affiche un goal à virage pour côté gardien avec moins 0. Le Congo, tu penses que Serou Girassi va réussir à déverrouiller les buts du Congo? Ah oui, on voit les performances de l'attaquant emblématique Serou Girassi. Il pourra débloquer, comment dirais-je, il pourra marquer contre le Congo, moi je pense bien, avec cette performance qu'il sort là. Vraiment, on peut espérer quand même. Tu fais bien même de parler de Serou Girassi. Il faut rappeler qu'il est en ce moment en 2 journées disputées. Il est le meilleur buteur de cette éliminatoire avec 5 buts marqués, suivi de 5 buts marqués. 5 buts marqués, suivi de Crasso et de Sadio Mané et d'autres buteurs qui le suivent de très près. De très près. Donc, mon cher, je suis encore un plus-value avec ce Serou Girassi. Oui, avec Girassi, tout est possible avec le Chili national. Là, moi, je le dis, et je pèse mes mots, franchement. Girassi, il est le pote bonheur. C'est lui qui montre la voie. Je ne sais pas, notre récente émission, si je l'avais dit. Girassi, quand on le met dans les bonnes conditions, franchement, il fait l'affaire. Il est en forme, il est dans sa forme actuellement. Et c'est quand on crée vraiment. Francis Gano jouait ce 19 octobre du côté de l'Arabie Saoudite avec le Brésilien Renan Ferreira du côté de l'Arabie
Saoudite, c'est un chaos sans surprise pour le Camerounais. Francis Ngannou, effectivement, on a tous regardé ce combat hier entre Francis Ngannou et le Brésilien, qui n'a même pas eu, Francis Ngannou, il n'a même pas eu besoin de faire sortir un grand jeu, en grand combat. Il a vraiment mis KO son adversaire hier. Franchement, Ngannou, il a fait la fierté de tout un continent, il a fait la fierté de tout un peuple. Franchement, on est fiers de Francis Ngannou, son parcours légendaire qu'il est en train de... Il était venu avec envie, avec agressivité pour terminer ce combat. Oui, Francis Ngannou, il n'a pas tremblé devant son adversaire. Il est venu prêt, donc il est venu à l'idée que c'était pour remporter ce combat, donc il n'a pas tremblé. Donc ce monsieur, c'est comme l'a dit mon frère Younoussa, Francis Ngannou, il rend fier tout un continent avec son parcours. Je pense que c'est son troisième ceinture de champion, je crois. Donc le gars, donc il n'y a pas de mot pour lui. Félicitations à lui. Félicitations à lui qui a glané encore une nouvelle ceinture au compte de cette nouvelle division. Actuellement, il faut rappeler que Francis Ngannou joue dans cette ligue qu'on appelle la PFL. Il a quitté l'UFR pour se concentrer sur... il a rejoint l'écurie PFL dès son premier match. Dès son premier match, directement, c'est une ceinture pour lui. Oui, dès son premier match, il fait KO. Moi, je crois que ses futurs adversaires sont prévenus. Hein. Ça veut dire que Ngannou, il badine plus. Il est en poids lourd maintenant. Il vient dans une nouvelle ligue et dès son premier combat directement, c'est KO. En un coup KO, il n'a même pas donné la chance à l'adversaire pour lui donner un autre coup déjà. Moi, j'ai vu un Francis Ngannou hier qui est venu avec franchement une envie forte pour gagner ce combat, parce que après quand le combat c'était fini, il a dit à l'interview d'après combat, il a dit qu'il n'avait qu'une seule chose dans sa tête maintenant, c'était de penser à son défunt fils qui venait de décéder à l'âge de 15 mois, non, le bébé n'avait que 15 mois. Voilà. Il s'est retourné auprès de son Seigneur. Voilà, moi je crois qu'il est venu avec envie pour vraiment donner la victoire pour l'âme de son défunt fils qui vient de décéder là. Et c'est tout au compte de cette émission. Et sachez que Francis Ngannou donne des patates chaudes à ses adversaires pour vivre. Nous ici, c'est avec le micro que nous comptons vivre. Vous aussi à la maison, vous avez votre passion. Ici, notre passion, c'est le sport, c'est le football et tout ce qui l'entoure. Merci mon cher Zams pour cette belle émission que tu nous as offert. Merci vraiment. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis vraiment content d'avoir partagé cette émission avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Sila Younoussa, pour cette brillante analyse sur le match, quel que soit le match du Sili, les éliminatoires de la CAN 2025, ou encore ce combat d'hier, le combat des géants. J'étais aussi un géant, donc merci beaucoup à toi. Moi, c'est un plaisir pour moi et bon, moi, je te dis à chaque fois de partager ce plateau avec toi pour parler du sport. Aujourd'hui, mon coup de cœur et bon, c'est la victoire d'hier de Francis Ngannou, le Francis qui fait la fierté de tout un continent, du continent africain. Après, pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, je te dis quelque chose, écris ça aujourd'hui, gars. 1. Le Ghana ne va pas se qualifier. 2. Le Sili va finir premier de son groupe. Écris ça aujourd'hui, bon monsieur, après tu vas me dire, ah ben qu'est-ce qu'il raconte comme ça là, vraiment. Merci encore
Encore de plus, tous nos soutiens à Francis Ngannou et à toute l'Afrique. Merci et continuez de nous suivre sur Fomafo TV. Merci. Continuez à nous suivre sur Fomafo TV. Ici, bien de bonne humeur. Ici, le sport est au centre de tout. Le football aussi. Merci à toutes. À la prochaine. À bientôt.